Bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez, mon ami Benoît a des petits soucis. Tiens, Benoît, j'ai pas trouvé de Kleenex, mais bon, j'ai trouvé, ça t'aidera quand même. J'ai vécu. La Coupe Davis est morte. La Coupe Davis est morte. On vit un grand moment, hein. Tu t'en rends compte que la Coupe Davis est morte? Non, c'est pour ça que je te dis qu'on vit un grand moment, parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, et que là, on vient de tuer un monument de plus de 100 ans. 118 ans. D'où en plus des légendes. Pour moi, la Coupe Davis a créé des légendes aussi. Des joueurs. Ah oui. Non, mais des joueurs qui n'étaient pas forcément au top du top en simple, et ça leur a permis de gagner la Coupe Davis. Et derrière, ce sont devenus des très très grands joueurs. Donc, effectivement, on a perdu un mythe. Alors, non, mais comme ça, déjà, moi, j'ai plein de pourquoi. J'ai plein de pourquoi. Alors, il y a un pourquoi sur lequel je n'ai pas de réponse. D'ailleurs, si jamais Bernard Giudicelli nous regarde, je l'invite à me contacter, hein. Bernard, tu as mes coordonnées, n'hésite pas. Pourquoi, il n'y a pas si longtemps, tu étais contre le fait qu'on puisse enlever le fait de jouer à l'extérieur et à domicile, puisque c'était les racines même de la Coupe Davis, donc tu voulais pas en entendre parler. Tu voulais surtout pas qu'une finale de Coupe Davis joue sur une petite semaine simplement parce que c'était pas non plus les racines de la Coupe Davis. Alors pourquoi oui? Pourquoi la France, pourquoi la Fédération française de tennis a fait en sorte que les 12 fois accordées à la France aient été pour la réforme de la Coupe Davis? Moi je comprends pas. Je comprends pas ça. Et puis moi je comprends pas d'autant plus que j'ai l'impression que pour le coup, j'ai envie de dire, la Fédération française de tennis avait la Coupe Davis dans l'ADN. On a toujours dit la Coupe Davis, c'est primordial, il faut aller gagner la Coupe Davis, il faut aller. Quand on voit la campagne que les garçons ont fait la saison dernière et en 2014, moi, je comprends pas parce qu'on a parlé de changements, de réformes qui, je pense, étaient bonnes, potentiellement bonnes, et dont la Coupe Davis avait besoin. Mais le problème, ça fait 2 ans qu'on parle de ces réformes, aucune réforme n'a été mise en place, et du jour au lendemain, c'est pas noir, c'est pas blanc ni noir, c'est d'un seul coup, on va à l'inverse, on change complètement, et là, on tue un mythe. C'est comme si demain, on arrête l'America's Cup, on arrête la Ryder's Cup, voilà, on arrête des monuments du sport. Tout en rappelant, on va pas rentrer dans les détails, mais quand même un petit peu, qu'il y a une rumeur qui est en train de circuler. Alors on attend justement que quelqu'un nous dise qu'on se trompe, mais apparemment la Lawn Tennis Association, qui est la fédération britannique de tennis, votait à la base contre cette réforme. Et puis finalement, apparemment, ils auraient voté pour. Et la fédération britannique, comme la France, possède 12 voix aussi. C'est comme l'Eurovision, tu vois, c'est 12 points. Et là, ça fait beaucoup de bruit outre-Manche, parce que tu as tous les licenciés qui disent, mais attention, là, il y a un problème. Nous, on ne va plus vous donner une thune. Si vous dites que vous êtes contre la réforme, puis finalement, au bout du compte, vous votez pour. Pourquoi vous votez pour? Est-ce que vous avez vraiment voté pour? Pour l'instant, il n'y a pas de dénégation de ce côté-là. Et si, imaginez, si la Fédération britannique de tennis a cédé, quelle a été la façon de penser des petites fédérations quand on leur a agité un gros chèque sous le nez en leur disant « Dites donc, les loulous, venez avec nous, là vous allez gagner de l'argent ». C'est aberrant. Ce n'est qu'une question de business. Et je pense que c'est au détriment alors peut-être pas sur le coup des joueurs, parce qu'effectivement quand ils vont jouer ils peuvent gagner énormément d'argent, mais ça sera, voilà, c'est fini, c'est fini. Pourquoi de 1999 à 2015, quand M. Francesco Riccibitti a été président de la Fédération internationale de tennis, et que tous les joueurs, enfin de nombreux joueurs ont dit attention, là, avec la Coupe Davis, il va falloir commencer à penser à modifier certaines choses. Rien n'a été fait. Pourquoi rien n'a été fait? Pourquoi personne n'a voulu réagir? Pourquoi? Et pourquoi tout d'un coup ça s'est fait là comme ça, d'un claquement de doigts? Un an et demi. Alors ça, on a plus ou moins la réponse. Sachez que jusqu'à présent, le sponsor principal qui alimentait au grand max la Coupe Davis, c'était la BNP Paribas. BNP Paribas, voilà, était le sponsor titre de la Coupe Davis. Or, la BNP avait signé apparemment un contrat avec la Fédération internationale de tennis pour avoir 70% des meilleurs joueurs du monde à l'année présents en Coupe Davis. Ce qui est déjà à la base est assez inexplicable, puisque suivant les équipes qui se qualifient,
tu peux ne pas avoir de top 10 dans ton équipe. Enfin bon, déjà c'est compliqué. Toujours est-il que là, récemment, BNP Paribas a dit qu'ils ne continueraient pas. Ils arrêtaient le sponsoring de la Coupe Davis. Plus de fric. Et donc là, il faut en trouver un très très vite. Mais c'est pour ça, je pense que c'est ça qui a accéléré. Parce que la ITF se retrouvait l'année prochaine avec ses grands chelems, la Fed Cup, mais sans la Coupe Davis. Donc je pense que c'est ça aussi qui a accéléré vraiment le mouvement. De dire, mais on se retrouve le bec dans l'eau l'année prochaine. Et je pense qu'ils n'avaient pas trouvé de sponsor. Pour être précis, c'était le sponsor premier, c'était la BNP Paribas, pour les saisons à venir. Alors attends, parce qu'il y a plusieurs trucs. Alors il y a Arnaud Durier qui dit, est-ce que les joueurs vont être intéressés pour jouer? Alors Arnaud, je vais te répondre tout de suite. Et j'ai vu aussi Quentin Dubertrand qui dit, laissez-vous une chance à ce projet. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la Coupe Davis. Non, ça sera Je vous rappelle que pour l'instant, ça reste sous le nom de la Coupe Davis, ce qui est une aberration totale. Ça n'a plus rien à voir. Donc j'espère déjà qu'ils vont changer le nom. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, évidemment, on peut le faire. Souvenez-vous de la Coupe du Monde du Grand Chelem. C'était exactement la même chose. C'était la Fédération internationale de tennis qui voulait foutre à mal le Masters de l'ATP. C'était déjà la guéguerre entre les deux organismes. Ça a fait un flop. Souvenez-vous de la Fed Cup. Parce que la révolution de la Fed Cup se fera normalement dans 2 ans. La Fed Cup aussi, ils ont fait la compétition de la Fed Cup en 1 semaine. Flop. Ils ont fait un Final Four de la Fed Cup pour voir. Flop. L'IPTL, souvenez-vous de l'IPTL? Oui, qui voulait concurrencer. Pareil. Ouais, tu vois, la Coupe Davis, machin, ouais. Flop total. Il y en a plein des exemples comme ça qui n'ont pas marché. Je les ai listés. La Lever Cup, on peut parler de la Lever Cup? Quand Federer va arrêter de jouer, c'est ça, que Nadal va arrêter de jouer, ça va arriver un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui va en advenir de la Lever Cup? Bien évidemment que ça peut continuer à exister, mais quel est l'intérêt sportif de ces compétitions? Non, il n'y en a pas. Sportif. Il y a un intérêt financier. C'est la monnaie. Point barre. Alors après, on n'oublie pas, attention, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des créations comme ça, des fois, il y a eu des revirements. Ils ont arrêté. Parce que Cosmos, qui va balancer des millions et des millions de dollars dans l'histoire, eux, ils veulent les grands noms. Mais si les grands noms ne viennent pas, parce que je vous rappelle que ça se jouera la semaine qui était prévue pour la finale de la Coupe Davis. D'accord? Donc on est fin novembre. On est après le Masters. Donc ça veut dire que les mecs qui sont les meilleurs mondiaux vont devoir continuer à jouer cette compétition sur 1 semaine. Et reprendre l'avion pour repartir en Asie, parce que ça sera joué en Asie. Bah, la prochaine, ce sera soit Lille, soit Madrid, et on pense que ce sera Madrid. Parce que Lille, quand même, là, faut arrêter, quoi. Donc, logiquement, ce serait Madrid. Mais après, ça va aller où? On ne sait pas. Grand point d'interrogation. Et donc, ça voudrait dire qu'ils vont jouer après ce truc-là, parce que c'est pas la Coupe Davis. Et 5 semaines plus tard, il faut qu'ils jouent la World King Cup organisée par l'ATP, qui va donner des points, qui va donner des millions aussi, préparatoire à l'Open d'Australie au tout début du mois de janvier. C'est une aberration puisqu'on dit alléger le calendrier, les joueurs n'en peuvent plus. Ils n'arrêtent pas de remplir les cases. Puisque en plus, je vais vous rajouter une couche, il y a Mathieu Girard, je vois, les joueurs ont qu'à boycotter. Ouais, mais il y a beaucoup d'argent au bout du compte. Donc à mon avis, ça va en intéresser quelques-uns. Je vous rappelle que normalement, on va redistribuer aux alentours de 20 millions de dollars par an. D'accord ? Et sur ces 20 millions de dollars par an, ceux qui vont se retrouver qualifiés pour la phase finale, je peux vous dire qu'ils vont se faire des pépettes, puisqu'on parle de matchs, de 3 matchs, 2 simples et un double, au meilleur des 3 sets, match de poule du lundi au jeudi, quart de finale le vendredi, demi-finale le samedi, finale le dimanche. D'accord? Ça va jouer comme ça, toujours au meilleur des 3 sets. Ceux qui vont gagner ce truc-là, les joueurs vont se partager 2 400 000 dollars. Combien ils vont être dans l'équipe? 3 4 5 Et en plus, la fédé concernée va toucher le jackpot un peu plus d'1 million de dollars. Et c'est comme ça dégressif, puisque sur les matchs de poule, ils vont se partager aussi les joueurs 600 000 dollars et la fédé concernée se partagera 300 000 dollars. Pourquoi vous croyez que l'Amérique du Sud, pourquoi vous croyez que tous les pays pauvres, entre guillemets, de cette Coupe Davis, on dit oui? Bah oui, parce que les fédérations ont besoin d'argent. Nous, il nous faut de la monnaie. Oui, donc là, à partir de là, ils l'ont pris. C'était quoi la question de Arnaud? Je me souviens plus. Merde, je me souviens plus ce que tu m'as demandé, Arnaud. Je me souviens plus. On va avoir une bonne série de blessures car le corps a ses limites et c'est souvent en fin de saison.
On verra justement. On va voir comment ça va se passer. Moi, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Puisque. Vas-y. Non, il faut pas tuer ce concept. Mais effectivement, moi, voilà, j'ai été joueur, j'avais qu'une envie. Et mon premier objectif, c'était même peut-être pas de la gagner, mais au moins de jouer en Coupe Davis. Jouer pour mon pays. Bien sûr. Pas forcément dans le groupe mondial. Hein. Non, mais ça reste un mythe. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs. Et j'ai bien aimé la phrase du petit Auger Aliassime, le jeune Canadien, qui disait que lui, pareil, voilà, il a joué au tennis. Son rêve, c'était de jouer la Coupe Davis. Donc là, ça sera... Il y avait des modifs à faire, mais pas aussi importantes. Mais bon. Alors attends, je vois un truc. Là, il y a Frédéric Strad qui dit Federer, Djokovic, Nadal, Murray devraient être des dépositaires du jeu. Ils me déçoivent beaucoup. Alors, on va vite tout de suite remettre... arrêter d'attaquer ces joueurs. Ils l'ont fait la Coupe Davis, ils l'ont gagné. Alors après, effectivement, il ne faut pas oublier qu'ils ont tous plus de 30 ans et qu'effectivement, pour eux, c'était peut-être un petit peu compliqué de mettre ça en place. Après, ça peut se discuter, d'accord? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils se réveillent maintenant. C'est qu'ils sont là en train de dire, oh là là, c'est peut-être un peu trop quand même la réforme. Mais les gars, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche maintenant, là maintenant, Monsieur Federer, Monsieur Djokovic, Monsieur Murray, Monsieur Nadal, tous les grands noms du tennis, pas que Lucas Pouille, pas que les Nick Kyrgios, les Aliassime, les Thomas Berdych, tous ceux qui disent ah mais arrêtez de faire ça, c'est une connerie. Tous les joueurs, montez au créneau, imaginez que vous allez avoir le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Je vous rappelle que ça y est, ils sont déjà en train de négocier. Ils veulent la redistribution à 50-50 des revenus des tournois du Grand Chelem. Ça y est, c'est en cours. Donc, comme en NBA, d'accord? C'est jusqu'à présent, ils ne touchaient pas le moitié, ils veulent moitié-moitié. De toute façon, donc, ils vont avoir le pouvoir. Si les joueurs ne la jouent pas, l'événement ne peut pas avoir lieu. Donc, effectivement, ce sont les joueurs qui décident. Qui décident. Attention, n'oublions pas, ça s'est déjà passé à Roland Garros. Jean Couvercel, j'en ai beaucoup parlé avec lui, qui est la légende du journalisme qui a créé Tennis Magazine à l'époque, au milieu des années 70. Souvenez-vous que voilà, Roland Garros, à un moment, ça avait été boycotté aussi par les joueurs, parce qu'il y avait eu toute une histoire avec un circuit privé américain qui les faisait jouer. Alors tout d'un coup, les tournois du Grand Chelem disaient, vous n'avez pas le droit de jouer ces tournois-là, donc vous êtes interdit de jouer les nôtres. Donc il y avait eu comme ça déjà plusieurs problèmes dans toute l'histoire du jeu. Mais on n'a pas arrêté pour ça les tournois du Grand Chelem. Et on n'a pas le droit d'arrêter la Coupe Davis pour autant. On n'a pas le droit de l'arrêter. Mettez-vous d'accord, vous, la Fédération internationale de tennis et l'ATP. Bon sang de bois, c'est pas compliqué. Arrêtez de penser au pognon et à vos petites vies là, ouais, vos querelles, vos petits boulots là, vos trucs. On s'en fout de ça. À un moment ou un autre, pourquoi l'ATP ne dit pas, oui, on va donner des points à la Coupe Davis, donner des points, mais pas les 75 points qui étaient attribués par victoire jusqu'en 2015. 75 points, tu me disais une demi ou une finale de Challenger. C'est une demi ou une finale de Challenger. Les mecs jouent en Coupe Davis, par exemple, dans un groupe mondial, des matchs au meilleur des 5-7 pour leur pays. Merde, donnez plus de points, faites en sorte que ce soit à la fin de l'année peut-être important pour savoir qui va être numéro 1 mondial. Et là, vous êtes sûr que les meilleurs mondiaux vont venir la jouer, ces trucs. Pourquoi vous faites jouer le premier tour et les demi-finales juste après un tournoi du Grand Chelem? C'est une hérésie. Déplacez vos dates. Faites quelque chose. Aménagez votre calendrier. Il y a plein de solutions. Il y a tellement plein de solutions. Et là, on est tellement dans le flou. Avant de radicaliser comme ils viennent de le faire. Ah, mais c'est n'importe quoi. Parce que, juste encore une fois, boycott intégral. C'est pas le boycott intégral qui est important dans l'histoire. C'est que tout le monde, nous, spectateurs, fans, supporters, qui ont adoré jouer du clairon et gueuler dans les tribunes parce qu'on avait le maillot bleu qui était en train de se défoncer sur un court ou le maillot d'un autre pays pour d'autres supporters, c'est monter au créneau. C'est faire en sorte que les joueurs montent au créneau. Tous les joueurs, même les joueuses, parce que les joueuses vont y passer aussi. Que tout le monde monte au créneau en disant non, on refuse. Je peux vous dire que ils peuvent le faire. Ouais, puis je pense que c'est au détriment du tennis, du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Du jeu en lui-même. Donc c'est ça le problème. Eric Amadi qui souligne les grands chelems en 2-7 gagnants c'est Novak Djokovic qui l'a dit. Il a dit ouais, ça devient un peu trop dur. Il faudrait arrêter avec les matchs en 3-7 gagnants et les tournois de grand chelem. Alors là. Bon, on n'a qu'à faire du fast-food. Tiens, le sponsor, je l'ai, c'est McDonald's. Et puis, on fait du fast-food de merde. Et puis, voilà, les gars, vous inquiétez pas, on va jouer on va jouer en 1 heure. Ça va être super, on va s'éclater. Et attendez, il y a encore mieux, parce qu'à un moment, j'ai commencé à calculer dans ma petite tête, là. Je vous rappelle que d'après
ce qui va sortir l'année prochaine, puisque c'est acté, ça va sortir. On va avoir donc, pour les phases finales, les 4 demi-finalistes de cette année. Oui, d'accord ? Qui sont d'office qualifiés. Plus les 12 équipes qui vont devoir se jouer là des rencontres extérieures à domicile, comme d'habitude, là le premier tour. Ok, d'accord. Donc tu en as 12 qui vont arriver, plus les 4, d'accord, demi-finalistes, plus 2 invités. Alors là, les 2 invités, on ne sait pas qui c'est. D'où ils vont sortir? C'est qui les 2 équipes invitées? Et puis là, je vais te dire, sincèrement, là, ça va être des équipes qui ne seront pas du tout compétitives. Parce que quand tu prends le tableau du tableau de finale de Coupe Davis, ce sont les meilleures nations. Ce sont les nations où il y a 2 joueurs qui sont potentiellement, on va dire 50, 30 et maximum dans les 100 mondiaux. Là, on va aller chercher quoi? On va aller chercher peut-être les Indiens. Non, mais tu vois, tu peux aller chercher n'importe qui. Donc en fait, ça va péter aussi le tableau. Ouais, ou l'Ouzbékistan, Monaco, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Et après, et puis qui va mettre? Imaginez qu'il y a un gros pépère qui met de la valise. Parce que je vous rappelle que Cosmos, c'est Rakuten, hein, c'est japonais. C'est une grosse boîte aussi. Hein. Donc l'Asie. Ah oui, à un moment ou un autre, pourquoi pas? Tu vois, équipe de Chine. On sait pas, j'en sais rien. C'est ça qui est aberrant. C'est qu'ils ont voté un truc, on demande des éclaircissements, on les a pas. C'est quand même dingue. J'ai l'impression qu'ils ne savent même pas où ils vont. Puisque je vais même poser une question encore plus dingue. Là, on parle, nous, des demi-finales. Parce que non, on est en demi-finale. La France est en demi-finale. Mais il y a les matchs de barrage. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Ils servent à quoi, ces matchs de barrage? C'est clair. Ils servent à rien, ces matchs de barrage. Donc, quel est l'intérêt? Donc, enfin... Et je ne sais pas si vous avez lu l'histoire avec Amélie Mauresmo, qui a parlé dans l'équipe, en disant, moi, je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Souvenez-vous, mon Obésix l'avait dit, pourquoi s'être précipité pour nommer Amélie Mauresmo capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, alors qu'on avait tout le temps de le faire. Et qu'en plus, à cette époque-là, l'AG de la Fédé n'avait pas été faite. C'est une aberration, ça. On avait tout le temps, et puis, comme je reviens un petit peu, on a quand même un capitaine qui est en place actuellement. Donc, effectivement, moi, j'aurais laissé cette campagne se faire, et après, bon. Parce que juste, hein, pour voir un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est de la manipulation politique ou pas, mais je vous rappelle que voilà, Amélie Mauresmo, comme n'importe quelle personne qui est en dehors de tout ça, pense pas à toutes ces histoires. Surtout qu'elle ne pensait pas une seule seconde que cette réforme passerait. Elle est tombée aussi rapidement. Et moi non plus, tu vois, vraiment, je pensais pas que ça passerait à ce point-là. Le 22 juin dernier, la Fédé se précipite pour élire Amélie Mauresmo, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Le 23, le lendemain, la Fédé vote à 61% son soutien à la réforme. C'est quoi l'intérêt? 24 heures après, tout d'un coup, finalement on va... Mais alors, si tu avais dit à Amélie Mauresmo qu'elle allait scoltiner une équipe de France de Coupe Davis en finale fin novembre, à Madrid par exemple, qui va jouer contre... dans son match de poule, elle sera tête de série, elle va jouer contre qui? Tu sais pas? Et quel stade va être capable d'accueillir ça? Où vont être les cours d'entraînement? Vous imaginez-vous 18 nations avec 4 ou 5 joueurs qui doivent s'entraîner en simple, en double. Il faut qu'ils viennent quoi, 3 semaines avant? Là, on marche sur la tête, hein, sans rien. C'est à force de jouer à ça. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? ATP et ITF mélangés, hein. Vous êtes en train de tuer le tennis. Vous êtes en train de tuer ce sport. C'est pour ça que je te dis que dès le début, c'est ce que je viens de dire en début de Facebook, pour moi, ça va être au détriment des joueurs. C'est les joueurs qui vont en pâtir. Oui, mais les joueurs peuvent se rebeller. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Si vous voulez le faire, faites-le. Et je sais que vous regardez nos interventions, je sais que vous regardez les vidéos. Faites-le. Faites-le. Montez au créneau. Là, dès l'US Open, réunissez-vous entre joueurs. L'ATP va vous permettre de le faire. Faites-le. Et dites, pourquoi pas, montez votre truc là, d'espèce d'exhibition pour gagner du blé. Mais ne cassez pas la Coupe Davis. Ne cassez pas la Coupe Davis. Modifiez des choses. Trouvons un accord. Ok? Bon. On passe à autre chose là, parce que... Tu t'es calmé là, t'as lâché les chevaux. Un peu plus. Non mais sans rien. Depuis vendredi, je suis KO. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là. Enfin, j'ai 50 balais. Je me dis mais c'est dingue quoi. Et alors après, n'oublions pas que ah oui, c'était ça la question. N'oublions pas que toutes ces compétitions qui ont essayé de se monter et qui finalement ont terminé en août boudin. N'oublions pas qu'il va y avoir des élections.
Nouvelles élections du président de la Fédération internationale de tennis et de la Fédé dans 2-3 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que M. Giudicelli aura encore un mandat? Ou est-ce que Gilles Moreton, qui est totalement contre cette histoire, va se retrouver président de la Fédération française de tennis? Qui va succéder à Agherty? Parce que imaginons que ce soit une énorme merde son truc là. Comme j'espère ce le sera. On va faire marche arrière. Alors, donc on va avoir... Alors là, je vous rappelle que la guerre politique à l'intérieur de la Fédération internationale de tennis, c'est Agherty américain contre un président d'Asie, un Indien, qui est richissime à souhait et qui, lui, bien évidemment, veut être au pouvoir. Donc, qui, lui, est bien évidemment contre la réforme de la Coupe Davis. Bah, bien évidemment, pour avoir une chance d'être élu la prochaine fois. Mais bon, imaginons qu'il arrive à gagner. Comme il a fondé son programme sur le fait qu'on va remettre la Coupe Davis dans son format initial, eh ben, tout pareil, on va se retrouver avec la Coupe Davis comme avant. Donc, attendons de voir. Mais déjà, voyons si les joueurs montent au créneau. Parce que s'ils ne montent pas au créneau, bah, laissez tomber, hein, je vois pas le truc. C'est-à-dire que les mecs, bon, dans l'ensemble... On est là pour le blé. Après, on imagine quand même que tous ceux qui sont pour le blé, c'est ceux qui ont plus de 30 balais et qui sont quand même un petit peu sur la fin. Et qui l'ont gagné, cette Coupe Davis, qui l'ont vécu. Tous les gamins, tous les rêves des gamins. Moi, c'est ça qui m'embête aussi, c'est que tu as pas mal de joueurs qui l'ont vécu, qui ont vécu des moments incroyables, qui sont encore en activité, se soient pas rebellés plus tôt, quoi. C'est ça que je comprends pas. Ouais, alors attends. Il y a Guillaume Grivard qui dit on critiquait la Lever Cup avant et après tout le monde dit ok, c'est pas si mal. Mais bien sûr que c'est bien la Lever Cup. Mais quel est l'intérêt sportif? Quel est l'intérêt sportif? C'est-à-dire ça n'a pas d'historique. Alors bien évidemment que ça pourra en avoir un. Mais pourquoi voir monter ça? Attention, hein, c'est ni l'ATP ni l'ITF, c'est Monsieur Federer. Attention, là on part dans n'importe quoi. Ça veut dire qu'un mec qui est blindé peut se dire tiens, moi je vais acheter ça, un paquet de pognon à l'ATP et je vais créer mon tournoi. Ou mon exhibe, ou mon truc, et j'ai tellement de pognon que je vais faire venir n'importe quel joueur, et tous les autres petits tournois qui sont avant ou après ou pendant, bah eux ils crèvent. Donc après on fait quoi? Mais donc je m'en fous, parce que vu que j'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Voilà, donc à un moment ou un autre, là, on s'énerve, on papote, on est tous là entre nous, on rigole, c'est marrant, c'est machin et tout ça, c'est pas drôle, mais toujours est-il qu'on peut se retrouver dans 5 ans, avec une espèce de désert total, un calendrier c'est n'importe quoi, les joueurs ne savent plus où aller, et les tournois du Grand Chelem peuvent en pâtir. Surtout que faut pas oublier que dès 2019, 1er janvier 2009, on en reviendra, je pense, sur un Facebook, vous avez les réformes de l'ATP aussi. Oui. Il y a la réforme de l'ATP, il va y avoir le Transition Tour, les challengers vont arrêter, vont être modifiés. Donc il y a aussi cette réforme qui va pas tarder à arriver et qui va mettre pas mal de joueurs dans la merde, parce que quand vous êtes aux alentours des 400 mondiaux, 350, 400, eh ben vous ne pourrez plus jouer les challengers. Il faudra que vous ayez assez de points pour ensuite basculer. Donc on y reviendra, on expliquera plus en détail cette réforme. Mais il y a une deuxième réforme qui arrive. Alors là, c'est vraiment au titre perso de tous les joueurs en question. Et pour vous dire à quel point, en plus, il y a une très bonne entente entre la Fédération internationale de tennis et l'ATP, c'est qu'à partir du moment où l'ITF donc crée cette espèce de truc, la place de la Coupe Davis, bah ça veut dire qu'il reste donc la semaine après Miami et la semaine après l'US Open. Ah super, peut-être qu'on va pouvoir créer des tournois, des petits 250, pour faire venir des joueurs, pour créer une économie, pour faire rêver des gamins qui vont venir voir des joueurs de très haut niveau. Eh ben non, à la place, l'ITF a déjà à peu près son idée, donc ce serait une espèce de Hopman Cup revisité, tu vois, encore une World Team Cup qui se jouerait après Miami, avec du fric. On invite, on prend, on ne sait pas qui sera là. Et après l'US Open, ce sera un winner takes all. C'est-à-dire que là, on fait une semaine de tournoi où on fait venir à coup de dollars les meilleurs qui veulent venir. Je vous rappelle que 2 semaines après, c'est la Lever Cup. Hein. Donc ça n'arrêtera pas. Et là, le mec qui gagne, il prend tout. Il prend tout le pognon. C'est jackpot, c'est Las Vegas. Excusez-moi. Bon, allez, on passe au tennis maintenant. On parle maintenant tennis. Cincinnati, parce qu'on vous rappelle qu'à 20h, c'est les filles. À 22h, c'est les mecs. J'allais dire quoi? À 20h, c'est l'apéro. Moi aussi, mais bon. 22h, les garçons. S'il pleut pas, parce que... Non, on parle pas ça. Parce que j'ai vécu des nuits de folie. Hein, donc, non, là, hier, ça allait. D'après ce que... Bon, allez, on y va. On y va. Alors, juste un petit truc comme ça. Hein. Avant même qu'on parle de la finale, il y a Obésix qui m'a sorti un truc. Juste avant l'émission. Il m'a dit, j'ai mon outsider pour l'US Open. Ah non, mais ça, je l'ai gardé pour la fin de l'émission. Non, mais si tu veux. Tu le gardes? Bah non, bah, on le garde pour faire monter la sauce. Voilà. Allez, à la fin de l'émission, il vous sort son outsider pour l'US Open. Alors, je suis peut-être nul en pronostic,
Mais alors là, si ce qui va nous sortir est vrai, alors là, je n'y crois pas 2 secondes. Bon, enfin bon, pourquoi pas. Allez, on y va. Alors oui, des nouvelles de la blessure de Goffin, Mathieu Girard. Alors j'avoue que je sais pas du tout. Je sais pas parce que quand vous regardez en plus, il fait un ace, il mène 2-1 dans le deuxième set et il s'est arrêté. Alors faut pas oublier qu'il y a l'US Open dans une semaine. Il a voulu, je pense, effectivement se préserver, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Se préserver. Alors après, il tape Anderson et Del Potro le même jour. Hein. Enfin tous, hein, ils ont fait leurs 2 matchs en un jour. Mais moi, alors ça m'a scié ça. Qui battent Anderson et Del Potro, ça m'a scié. Bah, surtout Anderson sur un score très sec. 2 et 4. Et après Del Potro, pour avoir fait le match. Oui, mais Del Potro, début du deuxième, un peu fatigué. Et surtout, je trouve que David Goffin l'a très très bien joué tactiquement. Ce qui m'inquiète un petit peu aussi pour Del Potro, parce qu'on l'a revu passer énormément en slice de revers, quasiment pas de revers recouvert, que sur les retours, mais dans l'échange, plus de revers long de ligne, plus qu'il faisait il y a quelques temps sur dur quand il avait gagné un Masters 1000 au mois de mars. Donc ça, je trouve très inquiétant pour Juan Martín Del Potro. Mais effectivement, on retrouve un petit peu de Goffin qu'on avait quitté en fin de saison. Prono de Basics, le Montfisien sur l'US Open. Non, Anthony, non. Là, il est pas à ce point-là. Il est cuit à cause de la chaleur, mais pas à ce point. Ça me déplairait pas. Hein. Et on rappelle que Del Potro avait battu Kyrgios en 2h15. Hein. Ouais. Donc lui, c'est quand il a eu son coup de mou. Sachant qu'il a quand même bien bradé le troisième, Kyrgios, parce qu'il n'a pas supporté que Del Potro prenne une grosse pause entre le deuxième et le troisième set. Oui, Del Potro, il a perdu 2 points. Dans le troisième set sur son service. Kyrgios, ça l'intéressait plus. J'en peux plus de ce mec. On rappelle que Goffin avait perdu en quart de finale à Washington contre Tsitsipas. Ok, top 10 hein, quand même, hein, Goffin. Enfin 11e, mais bon. Premier tour à Toronto contre Raonic. Bon, ok, c'est des joueurs, mais quand même, c'est Goffin. Goffin, on rappelle, c'est 8e de finale à l'US Open l'an dernier. Victoire à Shenzhen, victoire à Tokyo. Finale au Masters. Ouais, il revient. Attention David. Ouais. Attention David. Là, il peut prendre une petite claque. Je vous rappelle que Dimitrov aussi. Oui. Il joue très très lourd sur l'histoire. Aze qui a passé 2 tours au mieux dans sa carrière en Grand Chelem. Aze en outsider. Non. C'est la chaleur. Faut vous arroser les gars. Faut vous arroser. Oui, il y en a qui sont pas mal hein, quand même. Hein. Ouais. Donc on y va. On y va sur cette finale. Bah, moi, je l'attends avec impatience. Des mecs. Ils se sont pas joués depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans. 2 ans. T'imagines ? Donc, effectivement, maintenant, ce que moi, c'est pas que j'admire, mais ce que je trouve fort chez Djokovic, c'est que, et je le dis très souvent quand on fait nos Facebook, il est aux fondamentaux du tennis. Ça veut dire que il fait pas beaucoup de points gagnants, mais surtout, il fait pas beaucoup de fautes. La base du tennis, mettre la balle une fois de plus que l'adversaire. Et c'est ce qu'il a fait très bien hier encore contre Cilic, pardon. Cilic finit avec 40 fautes directes, 42 coups gagnants. Djokovic, 15 et 17. Ça veut dire que voilà, il n'a pas fait de faute, il fait le mur. Et tout doucement, il va retrouver son niveau de jeu. Et tout doucement, il va embêter les adversaires. Le seul petit hic, je trouve, je le trouve très énervé, très tendu. Il parle très mal au ramasseur de balles, avec les arbitres et tout ça. Donc je le trouve quand même un petit peu sur les nerfs, mais mentalement, il a la tronche. Hein, parce que quand on voit la semaine qu'il vient de faire, il a fait un maximum de matchs en 3-7 et il a été là. Hein. Ça n'a pas été simple contre Adrien Manarino. Premier set, il le perd. Tu vois, il a toujours été dans le dur. Dimitrov qui fait un match top. S'il n'y a pas cette interruption de la pluie, peut-être qu'il passe. Ouais. Et là, il est là. Raonic, il est breaké dans le troisième, il revient. Hier contre Cilic, il est breaké dans le troisième, il revient. Donc mentalement, le garçon est au top du top. Moi, le seul petit truc qui me gêne aussi, c'est que j'aimerais voir plus agressif, faire plus mal, mais il est dans le vrai. C'est lui qui a raison. Il fait pas beaucoup de fautes, donc au final, c'est lui qui passe. Alors, je rappelle juste, hein, parce que c'est là qu'on se rend compte du niveau de ces mecs. La résilience de ces mecs, on se rend pas compte à quel point ils sont au-dessus du lot, quoi. Djokovic, quand il revient début de l'année, de l'Open d'Australie jusqu'à la fin du tournoi de Madrid, il joue 12 matchs. 6 victoires, 6 défaites. Rien. Et tout le monde est là. Djokovic, il est mort. Moi y compris. Hein. Après, demi-finale à Rome. Finale au Queens, où il a une balle de match contre Cilic en finale. Il sauve une balle de match. Il a une balle de match. Il gagne Wimbledon. Un sale 8e à Toronto, quelle honte, où il perd contre Tsitsipas, qui a quand même été le mec de l'été. Qui était un peu en feu. Et là, pour l'instant, finale à Cincinnati. Ça veut dire que depuis le tournoi de Rome,
il en est à 26 victoires pour 4 défaites. T'imagines le niveau du mec quand il va arriver à l'US Open? Ok, je suis peut-être pas agressif comme avant, j'arrive pas à mettre le pied, ou peut-être que je ne veux pas encore mettre le pied dans le terrain comme avant. Moi, je pense que c'est plus ça. Plus ça, mais il va falloir aller me chercher, les gars. Ah bah, c'est clair. Parce que, mais effectivement, moi, je trouve que c'est un mur. Alors après, je te pose la question. Il en est à plus de 11h30 passées sur le cours sur cette semaine à Cincinnati dans des conditions dantesques, où il fait super lourd, humide, Oui, c'est compliqué, dont les 2 matchs quart, 8e quart. Ça veut dire qu'il a quasiment 6 heures de plus de tennis dans les pattes que Federer. Est-ce que ça peut jouer? Non, je pense pas. Non. Non, parce qu'on revient sur ce qu'on disait la dernière fois pendant Roland Garros. 6 heures. Oui, mais ces joueurs-là, ça veut dire que, par exemple, pour gagner un tournoi où il va dire, voilà, il va peut-être passer, on va dire, allez, 10-12 heures sur un cours. Il s'entraîne 24-30 heures. Le match pour ces joueurs de ce niveau-là, et moi je l'ai vécu et c'est ce que je faisais, mais j'ai pas eu ce niveau-là, c'est que il faut le physique, vous le mettez de côté. C'est un point où déjà vous ne devez pas être battu. C'est que physiquement vous devez être au top. Donc à partir du moment où vous êtes physiquement bien, et bien voilà. Et le match doit être facile. C'est se mettre tellement minable à l'entraînement que le match doit être facile. Vous ne devez pas perdre sur le point physique, vous devez perdre soit tactiquement, soit peut-être techniquement, ou parfois la tête qui déraille, mais pas le physique. Donc je pense que non, ça va pas le faire piocher. Tanguy Soyer, si Djokovic retrouve son retour de service et son agressivité d'antan, il sera à son niveau de 2016. Ouais. Je te suis, bien sûr, parce que c'est aberrant. C'est justement quand on voit cette évolution du joueur, enfin ce retour de ce joueur. Je vous rappelle que moi, son histoire de coude, je n'y crois pas depuis le début. Je n'y crois pas. Pour moi, il y a eu une histoire extra sportive dans sa vie qui l'a complètement perturbé. Fait sortir. Il a tout nettoyé autour de lui pour reprendre en plus Marianne Vajda. Et depuis, comme par hasard, blam, on a revenu, tout ça est au clair, tout ça est normal. Et voilà, et le mec revient. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire que Wawrinka, que Murray. Pour moi, il y a un truc qui va pas. Mais toujours est-il qu'il est là. Il est de retour, c'est évident. Federer, moi, je trouve qu'il fait beaucoup de fautes. Il fait énormément de fautes. Il aurait dû déjà perdre contre Stan Wawrinka. Parce que Stan a fait un très très bon match. Il lui manque encore un petit peu quelques réglages pour vraiment revenir à son meilleur niveau, je pense. Et il fait beaucoup de fautes, mais il imprime tellement un rythme. Il joue tellement vite, il prend peu de temps entre les services. Il joue vite, il joue en cadence, il joue en cadence, il joue en cadence. Ça rentre, ça sort, c'est pas grave. J'agresse. C'est pour ça que ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant, ça va être l'aspect aussi mental ce soir. Pourquoi? Parce qu'avec cette fameuse révolution de la cloque, là, de la cloche, où il y a 25 secondes pour servir et tout ça, notre ami Djokovic, si vous regardez la finale, il a trouvé la parade. C'est que parfois, il sert très vite la première, mais par contre, entre la première et la deuxième balle, il prend un temps. Ah ben il boit un thé. Et c'est là où il récupère un maximum. Ah, tu peux te faire chauffer une pizza au micro. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que Federer, lui qui aime jouer en cadence, comme on le sait, contre un adversaire qui prend un max de temps, ben, il va peut-être sortir un peu de son rythme, Federer. Donc c'est là où il va y avoir aussi une bagarre un peu psychologique. Encore une fois, n'oubliez pas que Federer, connaissant le bonhomme, normalement, c'est rebooté. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il s'était trompé dans sa façon de jouer en 2018, où il a voulu jouer aux favoris. Alors qu'en 2017, souvenez-vous, il a joué en outsider. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas sur le court en se disant « il faut que je gagne ». Il arrivait sur le court en se disant « il faut que je joue bien ». Complètement différent. Là, contre Djokovic, je suis curieux de savoir comment il va aborder ce match. Parce que bien évidemment, il veut gagner. Mais par contre, s'il veut jouer comme il a fait l'erreur cette semaine, le Dimitrov, qui pourtant avait la tactique parfaite. Djokovic. Hein. Ouais, Djokovic. Ouais. Il faisait slice dans le revers. Il a varié un maximum avec le slice dans le revers. Et c'est là où il a gêné. Si Roger veut jouer en cadence de fond de court, comme l'a fait sur la fin de match Dimitrov, il ne passera pas. Il est mort. C'est par son jeu de variation, en venant chercher les points au filet. La dernière fois, il m'a impressionné. Tu sais ce qu'il a fait? 3-4 services volés d'enchaîner comme ça. Et après, il en a plus fait pendant un ou deux jeux. Et puis derrière, il est revenu. C'est ça, c'est là où il est fort Federer. C'est dans la variation. Proposer un style de jeu à l'adversaire qui ne s'y attend jamais. Alors, je rappelle que l'enjeu est complètement dingue. Parce que pour Federer, bien sûr, c'est de rester invincible à Cincinnati. S'il le gagne, ce sera la 8e fois. Il n'a jamais perdu en finale. Cette victoire. Il a déjà joué 3 fois Djokovic dans cette finale. Il l'a toujours battu en 2-7. Djokovic, lui,
va jouer pour être le seul joueur de toute l'histoire du tennis. Exactement. Avant que Cosmos arrive et nous foute en l'air le bordel. Mais sinon, toujours est-il qu'il pourrait gagner les 9 Masters 1000. C'est le seul. Personne ne l'a jamais fait. Personne n'a jamais réussi à faire ça. Et Djokovic, qui veut à tout prix être reconnu comme étant peut-être pas le meilleur, mais l'égal des Federer et des Exactement. Nadal. Au niveau des tournois du Grand Chelem, il a gagné le Masters, il a gagné la Coupe Davis, il veut une reconnaissance. Là, il gagne les 9 Masters 1000. Là, Pépère, ce serait fou. Donc, il va être... Alors, je pense qu'ils vont être nerveux tous les deux d'entrée. Tous les deux d'entrée. Oui, parce qu'il faut que Federer, pour sa confiance, regagne un tournoi. Et dans un autre sens, Djokovic aussi, il a besoin de montrer qu'il est revenu à son meilleur niveau. Donc, il risque d'y avoir un peu de tension, mais la tension va être bonne. Et vraiment, ne regardez pas que l'aspect tennistique, mais l'aspect aussi mental va avoir une grande importance. Parce que ça peut être une finale de l'US Open. Hein. Ça peut être une finale de l'US Open dans 3 semaines. Hein. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Je vous rappelle que Djokovic sera 7e mondial. Fed restera 2. Et Djoko est quoi 4e à la race, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois 4e à la race. Je sais plus, hein, je dis peut-être une bêtise, mais un truc comme ça. Juste parce que je voulais vous donner cette petite stat qui, moi, m'a complètement intrigué. J'ai cherché ça m'a rendu fou. Donc, tu as des soucis depuis quelques jours. Tu peux pas, ils m'ont cancérigé le cerveau, ces andouilles. Là. Donc, le truc, c'est que, entre Djokovic et Federer, vous savez que c'est la 46e fois qu'ils jouent, un truc de malade. Si on ne prend que les Masters 1000, ils se sont joués 18 fois en Masters 1000. 9 victoires de chaque côté. Énorme. Hein. Mais le terrain de jeu de Federer contre Djokovic en Masters 1000, ce sont les deux surfaces les plus rapides des Masters 1000. C'est-à-dire Shanghai et Cincinnati. Où là, il a joué 5 fois Djokovic. Il l'a battu 5 fois. Et il n'a été breaké sur ces 5 matchs que 2 fois. Sur toutes les autres rencontres qu'ils ont jouées sur des Masters 1000 tous les deux, c'est-à-dire 13 autres matchs, Djokovic en a gagné 9 et a breaké 41 fois Federer. Donc je peux vous dire que le relâchement, l'explosivité et la constance au service de Federer, pour moi, c'est la clé. Bien sûr. Parce qu'on sait que Djokovic est bon retour. Pas encore le Djokovic, je trouve, du retour d'avant, mais il est bon. Cela dit, là, il vient de jouer, il vient d'enchaîner quand même Cilic. Raonic. Gros serveur, donc, et il les a breakés plusieurs fois pendant le match. Donc, ça prouve tu vas pas me comparer le service de Cilic à celui de Federer. Rien à voir. Federer, il ne sert pas à 200, il est en variation, il est en balle aveugle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est habitué à des services, à des gros services. Il n'a pas joué un joueur de fond de course. Il a l'œil habitué. D'accord. Et encore une fois, souvenez-vous que la première fois que Federer a fait son, le retour, merde, comment on appelait ça là? Sabre, je sais pas quoi. Le sabre, là. Ouais. Le sabre. C'était à Cincinnati, contre Djokovic. La première fois qu'il avait fait en finale. L'autre, il était devenu dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Dark Vador. T'es mon père. Non. Bon, ok. On a dépassé l'heure, c'est ça? Oui. On a dépassé l'heure. Bah oui, t'as parlé prono. Ce soir? Ouais. J'ai été bon la semaine passée. Très bon même. Le poulard, c'est Benoît Paire, en fait. Je vois passer Federer. 2-7 très accrochés. Djokovic en 3. Très accroché. Donc, pour finir. Alors, ton outsider de l'US Open. Et il y en a quelques-uns contre eux. Bah ouais, il y en a plein qui Parce qu'il a perdu sur Federer cette semaine, mais il a fait un bon match. Il a perdu la semaine passée contre Nadal. Il a fait un bon match aussi. Il revient. Il manque juste quelques petites choses. Mon outsider pour l'US Open sera Stan Wawrinka. Et là, il n'est pas tête de série. Il est juste sans mondial cette semaine. Il ne sera pas tête de série. C'est le seul petit hic. C'est le petit hic. Mais il est énorme ton hic. Oui, après, il est wildcard. Il peut tomber sur n'importe qui. Ah, mais ça veut dire que s'il bat une tête de série d'entrée, il peut se dégager après le tableau. Et s'il se tape Nadal au premier tour? Pour gagner un grand chelem, il faut battre les meilleurs. J'y crois pas. C'est ce que mon entraîneur me disait toujours. Pour gagner, pour être fort, il faut battre les meilleurs. Donc que ce soit au premier, vaut mieux en quart ou en demi ou en finale. Mais moi, je dis que Stan va faire un gros US Open. T'es un romantique. Non, mais tout dépend du tableau. Non, mais tu te rends compte que le mec... Est-ce que vous savez pourquoi il est wildcard à l'US Open? Déjà, ça me rend dingue. Parce que Murray a son classement protégé. Lui, il en bénéficie. Pourquoi pas Wawrinka? Parce que Wawrinka, son team, et lui d'ailleurs, n'avait pas prévu que ça mettrait autant de temps avant qu'il revienne à la compétition. Donc ils n'ont pas envoyé la lettre à Chris Kermode ou à l'ATP pour pouvoir bénéficier
de son classement protégé. C'est tout simplement à cause de ça. Tu te bouffes pas le short à cause de ça? Bah, surtout à ce niveau-là, quoi. C'est dingue. Ouais. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, il y en a quelques-uns qui sont d'accord avec moi. Allez, Stan! J'envoie un texto tout de Mais suite non, à mais, Stan. non, mais là, les gars, vous êtes grillés. C'est la garrigue à brûler. C'est comme à la tête du Richie. Putain, vous êtes peroxydé des neurones. C'est foutu. Voilà, Vavrinka, regardez. Hop, Quoi? on voit pas. Qu'est-ce que tu veux montrer, quoi? Bah non, mais j'envoie un texto à Stan. Eh ben, on voit Stan rien du Wawrinka. tout. Bah, Tu non, l'as envoyé? Mais non, c'est parce qu'il Ah bah sympa, il va être content, tiens, regarde. Hop. Et alors, J'envoie un texto. et dernier truc, on finit parce que vraiment, moi, là, j'avoue que la finale des filles, je peux vous dire que je vais la regarder aussi. Parce que Alep, Kiki Bertens, alors là, Alep, ok, je m'y attends. Ça me pose aucun problème, hein. La fille elle est là, rien à dire. 6e finale de l'année en 2018. Ouais, régularité. Ah bah oui, parce que là depuis des années, c'est du très très haut niveau. Mais Kiki Bertens. Ouais, non, mais attends, depuis le début de saison, elle joue quand même. Ah non mais d'accord, mais pas sur dur. Bah, Ça n'a jamais été une fille de ouais, dur. mais maintenant, tu sais, vu qu'elles ont été tellement uniformisées, les surfaces, elles sont un peu plus lentes. Bah, un bon joueur, une bonne joueuse peut bien jouer sur dur. Donc après, c'est l'enchaînement des victoires qui est quand même très très fort. Mais je t'avouerai que je vois passer. Alep. Non, Bertens. Kiki Bertens, Ouais, tu la vois ouais, gagner? je vois gagner. Ah, moi je vois Alep. Oh l'angoisse les loulous. Alors, je rappelle juste que Kiki Bertens, 26 ans, qui est costaud, hein. Attention, hein, c'est pas de la. Ah, je t'oublie, c'est une flamiche, hein, c'est une flamande, hein. Néerlande. Hein. Elle est 8e à la race. D'accord, donc c'est pas n'importe quoi. Elle balance des aces, hein. Elle est 4e au classement WTA au nombre d'aces depuis le début de la saison. Surtout qu'en plus, elle a un défaut technique, vous remarquerez, elle sert ce qu'on appelle servir plateau. Ça veut dire qu'elle a la main très ouverte. Et je trouve ça assez impressionnant qu'elle serve aussi bien parce que c'est une technique particulière. Bon. Tu beurres ma tartine, hein? Non, mais... Tu veux beurrer ma tartine, hein? Alors donc Kiki Bertens, Wozniacki et Caroline Garcia à Madrid. T'es rebattu, tu te dis bon classique d'habitude. Venus Williams et Karolina Pliskova à Wimbledon. Là déjà, c'est bizarre. Pour arriver en quart de finale à Wimbledon. À Montréal, encore une fois Karolina Pliskova et Petra Kvitova. Petra Kvitova, j'arrête parce qu'à chaque fois je la vois gagner, à chaque fois elle perd. Et là, à Cincinnati, elle profite de l'abandon de Wozniacki, mais elle était au-dessus. Et après, Svitolina. Enfin, Svitolina, elle n'y arrive pas. Hein. Et rebat Kvitova pour arriver en finale contre Alep. C'est quand même énorme. Et on parle de Serena Williams, non? Non. Oh. Maintenant tu vas m'énerver. Ah non, j'en peux plus. Bon les amis. Non, ben alors. Bah si, quoi? Ah si, t'as dit Bertens. Moi j'ai dit Alep. C'est tout là? Bon, je pense qu'on est pas mal. C'est tout. Alors sachez qu'on a de la chance parce qu'en fait on va... Obésix va commenter la finale de Cincy. Ouais. Alors, je vais aller avec lui, hein, à la compagnie. Ah bon? Et il commente ça avec la piche. La piche. Qui doit nous regarder, Coco? Julien Pichenet. La piche. On va vous le retrouver un jour, la piche. Vous inquiétez pas, mes loulous. Vous êtes des amours. Merci à tous. Bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances encore. Bah si. Vacances. Bah apéro, vacances. Bah, moi je pars demain. Tu pars en vacances, toi? Un petit peu quand même. Après c'est l'US. Bon, vous me retrouvez sur Infosport d'ailleurs pendant l'US. Allez, t'arrêtes un peu, toi. Allez. Moi, ce sera Yahoo. Tu vois. Allez, bonne soirée, bonnes vacances, bonne finale. Et allez, Roger.